passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bonjour! Ghislain Vachon qui vous accueille à ce nouvel épisode du Monde nous regardait. Comme bitch, la gang, on va s'organiser pour ne pas se faire toaster des deux bords, sti. Les plus vieux auront reconnu l'expression caractéristique tirée de la série télévisée L'héritage de Victor Lévy-Beaulieu. De bien des manières, le fils de la région a remarqué Trois-Pistoles au cours des 40 dernières années, que ce soit avec le tournage des téléromans issus de sa plume, que ce soit pour la création du Caveau-Théâtre, du Grenier de l'Albertine, et j'en passe, ou encore pour ses prises de position politiques et sociales, l'homme de lettres et d'affaires aura fait jaser. J'en aurais long à dire, VLB. Moi, je ne suis pas issu d'un milieu intellectuel, ce qui fait qu'à la maison, chez nous, il n'y avait pas de livres. Je ne connaissais pas l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu. Sauf que dans les années 80, il y avait le téléroman L'héritage. Alors, nécessairement, vu que c'était tourné dans la région ici, on regardait L'héritage. C'est parce qu'on pouvait avoir des amis, des gens qu'on connaissait, à un moment donné, qui étaient des figurants dans le téléroman. Et donc, veux pas, c'est un peu comme une religion. On suivait le téléroman toutes les semaines pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Puis je me rappelle, entre autres, il y avait un hôtel très populaire à Trois-Pistoles, l'hôtel Manoir, qui dans le téléroman s'appelait l'hôtel de la gare. Et il s'était situé en arrière de la pizzeria. Et à un moment donné, il y a eu un incendie. Le manoir a passé au feu. Et c'était André April, à ce moment-là, qui avait une caméra, qui avait filmé l'incendie. Et le Radio-Canada avait acheté cette partie-là, à un moment donné, pour me mettre à l'intérieur. Et Victor Lévy-Beaulieu avait adapté, avait ajusté, à un moment donné, le scénario du téléroman en tenant compte de cet incendie-là. Parce qu'il y avait beaucoup d'images qui étaient tournées à l'intérieur du manoir. Donc, ça a été dans les premiers contacts que j'ai pu avoir avec son œuvre par le biais de l'héritage. Et bien entendu, ce que j'ai trouvé particulier, la première fois que je l'avais vu, au niveau public, je me rappelle, pendant cette période-là de l'héritage, j'avais eu une activité à l'école secondaire, il y avait un genre de brunch à un moment donné, et l'invité d'honneur était Victor Lévy-Beaulieu. Et donc, il a présenté un petit peu pourquoi il était revenu dans la région, un peu son parcours littéraire. Et à la fin de sa présentation, il y a Mme Jeannine Martin, qui, à l'époque, était un intellectuel très bien connu dans la région aussi, très impliqué, puis qui était aussi journaliste à la radio. Elle avait pris le micro et avait demandé à Victor Lévy-Beaulieu, « Monsieur Beaulieu, les personnages dans l'héritage sont très caricaturales, ils sont sévères, il y a beaucoup de problèmes et tout ça. Vous ne trouvez pas un peu que c'est exagéré pour la population de Trois-Pistoles? » Et Victor Lévy-Beaulieu avait simplement répondu, « Madame Martin, je peux vous en nommer ici dans la salle. » On est particulièrement fiers d'un de ceux-là qu'on lance aujourd'hui, qui est d'Arthur Buis, qui s'appelle Petite chronique du bas du fleuve, en passant par la Pointe à l'Orignal, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Kakuna, Bec et Rimouski. C'est tout ce que le grand journaliste québécois Arthur Buis, polémiste, a écrit sur le Bas-Saint-Laurent, le bas du fleuve, et c'est illustré par des photos d'époque que le musée du Bas-Saint-Laurent, dans ses archives audiovisuelles, a repérées et nous a formés. Et c'est un bel ouvrage, et vous allez lire ça, et pour bien des cas, c'est encore tout à fait actuel, ce que disait M. Arthur Buis, et vous allez voir, c'est superbement bien écrit. Aussi, je déclare que ce livre est officiellement lancé aujourd'hui. Au niveau de VLB, c'est ça. Alors, c'est un incontournable pour Trois-Pistoles, notre région, Bas-Saint-Laurent aussi, puis la province de Québec, parce que l'œuvre qu'il a derrière lui, au niveau de ses téléromans, mais aussi, surtout, par rapport à ses écrits, ses œuvres écrites sur une machine. J'allais dire sur une machine à écrire. Lui qui écrivait tous ses manuscrits à la main, ses livres, et puis des anecdotes que je peux vous donner de Victor Lévy. Alors, il est arrivé à Trois-Pistoles, lui, autour des années 80, 85, 87, là, où il s'est installé. Il a quitté la ville pour pouvoir continuer à œuvrer dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire l'écriture. Puis ce qui m'impressionnait, entre autres, chez lui, dans sa grande maison où il vivait seul avec ses chiens, ses chats, puis ses chèvres et tout, s'il y en est,
Chacune des pièces en haut du deuxième étage, entre autres, qui devraient normalement être des chambres, étaient des pièces où il y avait un livre de commencer, une œuvre. Et chaque œuvre qui commençait dans une pièce, il la commençait dans la pièce, puis il la finissait dans la pièce. Mais il ne fallait pas qu'il dérange rien. Tout devait être en place. Son décor était là. Alors, je trouve ça très intriguant de la façon qu'il œuvrait. Bon, c'est un lève-tôt, 5 heures du matin. Il y a eu des bons contacts, des bons échanges avec, quand il a décidé, dès 91, de faire du théâtre d'été à Trois-Pistoles. On avait déjà commencé ça, le théâtre d'été, avec une autre organisation, à 2 reprises. Puis lui, il a offert au milieu ses talents d'écrivain, écrire des pièces de théâtre sur mesure pour nous. C'est ce qui a été fait. Alors, c'était une belle période pour notre région de l'avoir comme ambassadeur de premier plan. Tout le Québec débarquait à Rivière-du-Loup, Rimouski dans les hôtels et puis venait assister aux pièces de théâtre. C'était hors du commun. Là, on m'a dit un petit mot, je vais vous le dire tout de suite, merci. C'est assez cool. D'abord, je voudrais remercier plus particulièrement tous ceux qui ont permis que ça se fasse aujourd'hui. En premier lieu, André Morel, que vous avez vu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. André April, qui a organisé la section, je dirais, musique et chansons. Michel Rio, qui a eu plein d'idées qui lui ressemblent. Lucette, sans sucette. Et tous ceux qui ont travaillé aussi à la maison de VLB cet été. Vous savez, si en janvier dernier, vous m'aviez dit qu'on se retrouverait aujourd'hui ici, j'en étais point sûr parce qu'on ne savait pas encore si on allait faire les changements à la maison de VLB qu'on voulait faire depuis des années. Et finalement, à la fin avril, je me suis décidé, puis j'ai dit, on le fait. Et je dois dire que ça a bien été, on attendait cet été, on pensait, si tout allait bien, d'avoir peut-être 3000 visiteurs, on les a eus. Et pour faire, par exemple, une comparaison, le musée, par exemple, de l'énergie à Shawinigan, qui était dans le comté, qui est dans le comté de qui, vous savez? Shawinigan. Vous voyez, ça a été fait avec, ça a coûté des millions de dollars. Et cet été, par exemple, à la télévision, on l'annonçait à la télévision quasiment tous les jours. Et vous voyez, à la fin de l'été, eux, ils ont eu 6000 visiteurs. Alors, je trouve qu'ici, avec à peu près 3500 visiteurs, avec un traversier qui ne fonctionnait pas de théâtre, je trouve que ça a été une année sensationnelle ici. Je peux vous dire qu'on a au moins triplé le chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. On l'a centuplé par rapport à il y a 3 ans. On était fermé. Ça pour vous dire donc que ça a bien été et je suis très heureux. Et je suis très optimiste pour la phase 2 qu'on commence dès la semaine prochaine. On va travailler dessus. Pour que le printemps prochain s'ajoute la phase 2 et l'année suivante la phase 3. Ceci étant dit, j'espère que toute la journée, vous allez avoir du plaisir. Bon, on m'a demandé de dire, j'ai moi-même dit que le 3 septembre, j'afficherai mes couleurs au niveau de la politique. Bon, alors, je dis officiellement aujourd'hui que oui, je me présente. De la paroisse. Bon, alors, on va arriver bientôt avec un programme qu'on va vous soumettre parce que j'ai l'intention, à compter de la 3e semaine de septembre jusqu'aux élections, de me promener un peu partout dans la paroisse et de faire état de ce programme que je vais soumettre pour que les gens de la paroisse soient d'accord avec ce que j'aurais l'intention de faire avec les gens avec qui je vais le faire. Et je peux vous dire qu'il y a plein de choses qui s'en viennent, comme par exemple, on n'en a pas parlé encore, mais bientôt il va y avoir une autoroute. L'autoroute 20 qui va passer un peu à l'extérieur ici, puis qui va se rendre à Rimouski. Il faut déjà envisager quoi faire quand l'autoroute va être là. Il ne faudrait pas arriver comme ça s'est passé à Saint-Jean-Port-Joli, par exemple, quand l'autoroute a été bâtie. Et comme il y avait une mésentente parmi les gens de Saint-Jean-Port-Joli,
Ben, Saint-Jean-Port-Joli, pendant 15 ans, a vécu, excusez le mot, mais quasiment dans la merde, parce que les gens n'arrêtaient plus, parce qu'il y avait trop de dissensions dans le village, et tout l'artisanat qui se faisait là, tout le côté artistique et culturel a failli prendre, c'est-à-dire de la côte des Sauvages, qui descend direct au fleuve. Alors, il ne faudrait pas que ça arrive ici, d'une part, il ne faudrait pas non plus que la dépopulation galopante, le vieillissement de la population fasse en sorte qu'il n'y ait pas de relève. Et il faut travailler pour la relève. Donc, si je me présente, c'est parce que je pense qu'il est temps qu'il y ait un changement fondamental. Je pense qu'on est mûr pour ça. Je pense qu'on a plein de choses à faire. D'ailleurs, vous l'entendez depuis ce matin. Ce n'est pas le talent qui manque, ce n'est pas la création qui manque, mais c'est de l'organiser, ce talent-là, c'est de le promouvoir et dans une vision globale qui débouche un peu plus loin que juste le cadre carrément économique. Ce n'est pas l'économie qui doit primer sur les choses, c'est la culture dont doit dépendre l'économie. Et si on sait ce qu'on veut faire, on trouve toujours les moyens économiques de le faire. Voilà ce que je pense. C'est un peu pour ça que j'ai décidé que je me présentais à la mairie de Trois-Pistoles, parce que mon point de vue là-dessus est clair. Si on veut être indépendant, il faut d'abord que ça commence dans sa propre cour. Et une fois qu'on est indépendant dans sa cour, bien, on peut rendre les choses indépendantes plus loin. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis, parce que je trouve qu'on a un matériel, on a une situation géographique, on a un coin de pays fabuleusement beau, on n'a qu'à améliorer sa qualité, qu'à améliorer sa beauté, qu'à remplir ce pays-là de monde qui s'intéresse à y vivre, puis à être content et heureux. Et je pense qu'on changerait radicalement ce pays-ci en l'espace de 10 ans. Et c'est ce que je me proposerais de faire avec les gens qui voudraient travailler avec moi. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées, si ça vous tente de travailler, n'hésitez pas, appelez-moi, puis on va se faire un petit caucus. On va se faire des caucus, et puis on va travailler en fonction de ça. Voilà ce que j'avais à dire. Pour le reste, ben, on va finir la saison ici comme on a commencé, sur un pied chantant, dansant, heureux et joyeux. Et puis je vous souhaite à tous une belle fin de journée, un bel automne, puis un beau mois d'octobre fabuleux. Vous savez, c'est souvent en octobre que les choses importantes dans notre pays se passent, et je souhaite que ça se passe cette année. Merci. VLB, 3 lettres. 3 lettres importantes que le Québec au complet connaît. VLB, il nous fait, je dirais, c'est quelqu'un qui est issu de notre terroir. Pas exclusivement à Trois-Pistoles, mais qui est issu du terroir des Basques, qui a vécu autour de nous, qui a été à Montréal un bout de temps, qui a à son actif un immense actif de documents, d'idées, d'histoires. C'est un géant. Moi, je pense que c'est un géant. Moi, je suis très fier que Victor Lévy habite avec nous. Quand je rencontrais, parce qu'on ne le rencontre plus, mais quand je rencontrais VLB, j'avais vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus grand que moi. Ce qui fait que le rapport est difficile, parce que tu ne sais pas comment aborder un géant. Moi, VLB, c'est un géant. C'est quelqu'un qui avait le sens de l'humour puis le sens du punch. Je me rappelle, je ne sais pas en quelle année exactement, mais un 1er avril, VLB convoque les journalistes du Québec à un moment donné dans sa maison pour une grande annonce. Et là, ce qui circulait comme rumeur, c'est qu'il allait se présenter, qu'il allait créer le Parti des régions, parce que dans son téléroman, il y avait ça, entre autres. Et là, ben, tout le monde, mais là, il y a plein de journalistes qui étaient là, et VLB, en commençant à dire, « Écoutez, c'est un poisson d'avril. » Alors, ça a été le principal poisson d'avril, à un moment donné, que les médias ont couvert au Québec. Et finalement, ce qu'il a fait à partir de ce 1er avril-là, il a annoncé la prochaine saison à la Maison VLB et au théâtre. Parce qu'encore ce matin, il y a un animateur de radio qui m'a appelé pour me dire « Ah, avec tous les textes que vous avez écrits récemment, avez-vous fait une rechute? » Bon, parce que, comme vous savez, j'ai déjà bu solidement dans ma vie, mais ça fait déjà depuis plusieurs années que je ne bois pas. Non, je n'ai pas fait de rechute. Pour les affaires domestiques, bien, ceux qui sont déjà venus ici savent qu'il y avait 6 chiens.
Bon, dans la même journée, j'en ai perdu 4 d'un coup. Un par une maladie indétectable. Et les 3 autres sont fait tuer sur la maudite traque de John R. MacDonald, là, qui a voulu faire du Canada un pays d'un océan à l'autre. Et j'ai vu ça comme un signe du destin. Voilà. Alors donc, ça règle ces choses-là. Puis là, je vais passer au moins sérieux, au plus sérieux, au pourquoi qu'on est ici ce matin. D'abord, je vous remercie d'être tous là. Je vais vous lire plutôt que de le parler parce que faut pas qu'il m'arrive des choses étranges. Alors, ça va être plus simple. Je vais essayer de faire bref, mais comme vous savez, c'est parfois long de faire court. Bon, il y aura bientôt 50 ans que j'écris. Mon premier roman, je l'ai rédigé à l'âge de 14 ans, et depuis, je n'ai pas cessé d'aligner des mots sur de grandes pages blanches. Pourquoi je l'ai fait? Pour moi-même d'abord, et pour prouver que dans un semblant de pays comme le nôtre, qui proclame l'égalité des chances pour tous, mais pratique le contraire, il est possible, même dans la pauvreté sociale et culturelle comme celle que j'ai vécue, d'entreprendre long et profond. Pour tout vous avouer, je rêvais alors d'être le premier Québécois à recevoir le prix Nobel de littérature. Dès qu'il a commencé à boxer, Mohamed Ali a dit « Non seulement je serai le champion du monde, mais le plus grand de tous les champions. » En l'entendant, je me suis dit « Pourquoi je ne pourrais pas devenir moi aussi un champion et le plus grand des champions? » Et puis, William Faulkner n'a-t-il pas écrit aussi « Il faut avoir un projet si vaste qu'on ne peut plus le perdre de vue. » Quand, malgré les réticences de René Lévesque, Camille Lorrain a réussi à faire adopter le projet de loi 101, qui faisait de la langue française la seule langue officielle du Québec, j'ai encore rêvé qu'un jour je lui ferais hommage en faisant paraître un 101e ouvrage de moi. Je rêvais toujours que cela pourrait coïncider avec ce moment fabuleux où nous célébrerions le 25e anniversaire de notre indépendance nationale, un pays enfin libre et enfin français. Près de 50 ans après m'être mis par l'écriture à rêver et à agir, je constate que nous n'avons jamais été aussi loin de l'indépendance que nous le sommes actuellement. Nos élites n'ont jamais été aussi veules, même dans les chartes qu'elles nous ont imposées et qui consacrent le seul droit que nous avons encore, celui d'être aliénés ou aliénables. Et bien entendu, c'était un polémiste hors pair aussi. Et c'est assez particulier parce qu'il faut faire attention un petit peu avec l'image publique. Hein. C'est un polémiste, mais en même temps, quand on fait la guerre des clochers, il réussit à recruter Jean-Louis Roux, qui est un sénateur, qui est un fédéraliste connu, un grand ami de Pierre-Éliott Trudeau. Et les gens disaient, mais comment vous venez jouer pour VLB, qui est un nationaliste radical? Donc, il faut sortir un petit peu de l'image publique pour se rendre compte que quand on finissait les pièces de théâtre, chaque soir, on allait au Grenier d'Albertine, les comédiens venaient, il y avait des personnalités souvent qui se joignaient au groupe. Et j'ai assisté à des discussions, je me rappelle avec Jacques Parizeau, entre autres, Gaston Miron, très tard dans la nuit, des discussions sur la politique, sur la situation du Québec. Et on avait, par exemple, le sénateur Hébert qui venait, on avait des politiciens du niveau fédéral, il y avait des fédéralistes, il y avait toutes sortes de monde qui venaient ici. Donc, il n'y avait pas l'image qu'on pouvait avoir de polémistes, de chicanes entre eux autres, pas du tout. Là. Ça se faisait vraiment de façon très, très respectueuse et, je dirais, du respect là, du personnage en tant que tel. C'est quelqu'un aussi qui est très... malgré sa notoriété, je dirais son prestige sur la scène culturelle, VLB est toujours resté très, très proche de ses origines modestes. Donc, on voyait, on menait à la maison VLB dans les activités, lorsqu'on faisait le lancement, qu'on faisait la première, entre autres, il y avait toujours des gens de sa famille, de son milieu, de son entourage, des milieux beaucoup plus modestes qui participaient à ces activités-là.
Maintenant, j'ai un petit quelque chose à faire avant de commencer vraiment. Je voulais vous poser une question. Est-ce que vous croyez au miracle? Ben oui. Bon, alors je vais essayer de vous prouver que les miracles existent. Et vous savez, quand on met la main à la pâte, il faut savoir le faire. Je mets des gants blancs pour vous montrer que quand on met la main à la pâte, ces gants blancs, on les salue. Alors, attention. Attention. On va finir par sortir. C'est une grosse. Alors, je vais essayer de vous prouver que les miracles existent. Personne ne me dérange. Vous voyez? Vous voyez qu'est-ce qui est arrivé? Je l'avais mis à brûler un exemplaire de la Grande Tribune et il n'a pas voulu brûler. Alors, j'ai pris ça pour un signe important. En mars 2007, comme vous savez, j'ai appuyé Mario Dumont pour 2 raisons. Le Parti québécois avait besoin d'une bonne leçon de choses et j'espérais qu'après l'avoir reçu, il se retrousserait les manches et recommencerait le combat pour nous mener à l'indépendance. L'autre raison que j'avais d'appuyer l'ADQ, c'était par solidarité pour ces petites gens qui en faisaient partie et que la bourgeoisie québécoise méprisait profondément. 1 an après les élections, j'ai toujours du respect pour les députés de l'ADQ qui ont dû faire le difficile apprentissage du parlementarisme. Je dois toutefois ajouter que Mario Dumont m'a amèrement déçu depuis qu'il est le chef de l'opposition officielle. Que sont devenus les idéaux pour lesquels il disait se battre durant la campagne électorale, notre identité nationale, notre culture, notre langue, notre espace social. Tout cela a fondu comme neige au soleil et il n'en reste plus que de lamentables débris. Mais pour moi, il y a bien pire encore. Que Mario Dumont, après même pas 1 an dans l'exercice du pouvoir, ait accepté de recevoir sous la table 50 000 $ par année de son parti et qu'il n'ait pas voulu rendre public le contenu de l'entente, dont personne à l'ADQ n'avait entendu parler, est honteux, scandaleux, inacceptable et méprisant par devers toutes ces petites gens qui ont puisé dans leur bas de laine pour qu'ils deviennent chefs de l'opposition officielle. Que Mario Dumont s'entende en plus avec Jean Charest sur le sujet comme s'ils étaient 2 larrons en foire, c'est démontrer qu'on est en politique pour se servir d'abord en s'en mettant plein les poches. Il m'apparaît aujourd'hui qu'il n'y a que le Parti indépendantiste qui réponde à ce qui fait brûler l'écrivain passionné, le citoyen indépendantiste que je suis. Pourquoi le Parti indépendantiste? Parce que justement, il est indépendantiste. Un vote pour le Parti indépendantiste est un vote pour l'indépendance du Québec, pas pour une futile conversation nationale, une nouvelle saison des idées ou la simple gérance d'un gouvernement provincial. Il y a ces pièces qui ont tourné à la télévision aussi. C'est un type qui n'a jamais raté une occasion de mettre en évidence notre milieu. C'est Racine aussi. Naturellement, Victor Lévy-Beaulieu, c'est un homme qui est entier. Il n'y a pas de demi-mesure. Et puis, dans je ne dis pas la chicane, mais la mésentente profonde qu'il y a eu lors de la dernière année de sa saison théâtrale, où, bon, c'était un échec au niveau de sa pièce de théâtre parce que les gens n'y venaient pas. C'était aussi quelque chose de solide par rapport à notre refus de l'aider financièrement, mais qu'on ne pouvait pas le faire. On le faisait, mais il fallait que ces œuvres soient mises en place durant l'été. À la fin de l'été, on réglait les affaires. Mais au début de l'été, on ne pouvait pas y faire un chèque pour dire on ne sait même pas si ça va continuer ou non. Alors, peu importe. Alors, il y a eu cet imbroglio-là, moi aussi, qui a pris une direction d'allégeance libérale avec Jean Damour, ce qui est de Jean Charest. Victor Lévy, on connaît ses racines profondes au niveau du nationalisme québécois. Il les défend très bien. Alors, c'est certain qu'il y avait plein d'éléments qui ont commencé à ce que nos routes se séparent. Parce qu'on a eu des bons échanges ensemble pendant 7, 8, 9 ans, là, jusqu'à ce qu'il y ait eu une rupture. Alors, je salue tout le monde qui sont venus à ce petit point de presse. Mes amis du Parti indépendantiste, mes amis du Parti québécois, il y en a quelques-uns, je pense.
et puis mes amis du Bloc. Bon, je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai décidé d'appuyer le Bloc québécois cette année. Moi, je suis québécois et je suis pacifiste. Je crois que la démocratie, que la diplomatie, si on la pratiquait vraiment et pour les bonnes raisons, notamment pour le droit au bonheur des peuples, serait autrement plus efficace que la guerre. Or, Stephen Harper fait de ce pays qui s'appelle le Canada une nation guerrière. 30 milliards de dollars consacrés par son gouvernement pour l'armement et sans doute plus d'une douzaine de milliards jusqu'à maintenant pour le coût de la guerre en Afghanistan. Non seulement, à mon avis, il faut dénoncer cette politique, mais exiger comme Québécois pacifistes qu'on y mette fin. Mais en dehors de ça, pour terminer, j'avais même, après tous ces éléments-là, Victor s'est comme retiré, plus silencieux, on le voit moins de ses ondes. Il est rendu 75 ans, 76 ans. Je ne connais pas son état de santé. Peu importe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le conseil de ville, j'avais proposé au conseil de ville qu'on fasse une démarche auprès de Victor Lévy-Beaulieu. Quelques années après le conflit qu'on a eu, là, il y a peut-être 6-7 ans que c'était offert, et peut-être plus, offert à ce que la ville de Trois-Pistoles jette l'ensemble de son œuvre, tous ses manuscrits. Il y a une œuvre, Victor Lévy, qui possède là. Et puis, ce que la ville proposait de faire, c'était de mettre en évidence dans la bibliothèque Anne-Marie d'Amour à Trois-Pistoles un coin VLB spécifique pour faire que tous les gens puissent, quand ils vont à la bibliothèque, puissent voir là, tout ce qu'il a fait comme écrit dans sa vie. Et Victor Lévy, c'était une fin de non-recevoir, je le comprends, parce qu'il est entier. Ce que je veux dire à la fin de tout ça, avec le nouveau conseil de ville qui est là, il y a juste Maurice Vanier qui est en place. Je fais partie de l'ancien conseil, mais M. Gilbert est le nouveau maire avec des nouveaux conseillers. Moi, je pense que le message que je lance, je pense que ce conseil-là, qui n'était pas du tout dans les conflits de la dernière activité du théâtre que VLB produisait ici, que le nouveau conseil de ville devrait, je pense, aller terminer cette demande-là auprès de Victor Lévy-Beaulieu et que la ville achète une partie de son œuvre, c'est-à-dire chacun des livres. Ce n'est pas une donation qu'on veut. Là. Il y a un coût qu'on paie, mais qu'on mette en évidence de cet écrivain-là, dans son vivant. Alors, c'est le message que je vous laisse. Alors, ça vous donne une idée. Là. Oui, ma pensée est encore là. Je pense que c'est un incontournable, puis il faut le mettre en évidence. Puis souvent, ce n'est pas d'attendre la mort de quelqu'un pour le faire. Je pense que c'est le temps de le faire là. Quand il y a le père, je dis aussi que j'avais publié 71 livres, ça aussi les gens, tu sais, parce qu'ils te lisent des fois dans les journaux, dans des polémiques, ils s'imaginent que tu fais que ça dans la vie. Et puis quand ils se sont rendus compte que j'en avais publié 71, c'est vrai que si on les avait apportés et qu'on avait mis tout ça, un par-dessus l'autre, ça aurait fait une joyeuse pile. Ben, les gens se sont rendus compte que les idées que je défendais, que les idées que je proposais, puis pourquoi moi je suis indépendantiste, puis que je crois qu'il faut le faire maintenant, bien, ils ont compris que c'était pas parti sur du vent, que c'était pas un politicien professionnel qui s'adressait à eux, qui a fait ça, que ça dans toute sa vie, mais que quelqu'un qui croit à ce qu'il pense, qui a des idées à défendre, puis qui les a défendues, j'espère, honorablement. Comme tout un chacun en ce monde, Victor Lévy-Beaulieu n'aura pas fait l'unanimité. Adulé par certains et vilipendé par d'autres, chose certaine, il n'aura laissé personne indifférent. Il y a bientôt 20 ans, dans les chaumières du comté, un immense miroir est venu pour nous raconter nos contes et nos légendes, et des racines jusqu'au cou. On est revenu à la parure de chez nous. Le monde nous regardait tant le soleil s'est levé. C'est maintenant